Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de pouvoir participer à ces journées des jeunes chercheurs de la Société française d'histoire des sciences et des techniques. Nous aurions évidemment préféré pouvoir la faire en direct et vous rencontrer, mais nous remercions les organisateurs d'avoir fait passer cette session en virtuel. Avant d'entrer dans le vif du sujet, quelques mots pour expliquer dans quel cadre prend place notre recherche sur la première chaîne opératoire du service de l'heure de l'Observatoire. Notre travail fait partie d'un projet de recherche sur l'histoire de l'Observatoire cantonal de Neuchâtel sous l'égide du professeur Gian-Enrico Bernasconi. Il s'intitule Observatoire cantonal de Neuchâtel 1858-1948, culture de la précision, économie de la qualité et marchandisation de l'heure. Il s'intègre dans mon projet de thèse intitulé L'Observatoire de Neuchâtel 1858-1958, culture de la précision, instruments, espaces, acteurs et activités scientifiques. Un des axes de recherche est l'analyse de la culture matérielle de l'observatoire afin d'examiner le rôle des instruments scientifiques, des appareils techniques et de la configuration spatiale dans la constitution et le maintien d'une culture astronomique de la précision à l'Observatoire de Neuchâtel. Dans ce cadre-là, un collaborateur scientifique, Romain Jeanneret, conservateur-restaurateur métaux et objets techniques, participe au projet et apporte ses compétences en analyse matérielle des instruments astronomiques. Cette collaboration entre un historien et un conservateur-restaurateur est une des spécificités de notre projet qui nous permet de faire un aller et retour constant entre les archives classiques de l'historien et les instruments scientifiques pour chercher à comprendre et à retracer la pratique scientifique quotidienne de l'observatoire. Le service de l'heure revêt une importance cruciale dans la mise en place d'une culture de la précision astronomique à l'observatoire lors de la fondation de l'institution en 1858. Pour l'observatoire, il s'agit de réussir à créer une donnée considérée comme précise qui sera ensuite transmise à l'administration fédérale et à certaines localités horlogères à travers le réseau télégraphique et qui servira également à la certification des chronomètres. Le service de l'heure est constitué de plusieurs composants fonctionnant en réseau. Pour étudier ce réseau et le présenter, nous allons le décomposer étape par étape, comme vous le verrez par la suite. Avant de vous présenter le service de l'heure de l'Observatoire de Neuchâtel, nous allons effectuer un bref contexte historique de la création de l'Observatoire pour comprendre la raison d'être d'une telle institution au milieu du XIXe siècle. Ensuite, nous parlerons brièvement des différentes parties du service de l'heure, leur composition et leurs fonctions. Nous survolerons également les typologies de sources à notre disposition et la méthodologie nous permettant de recomposer le service de l'heure d'une période. Enfin, nous aborderons en détail le service de l'heure à travers ce que nous appelons une chaîne opératoire dans son état de 1861, concept que nous présenterons ci-après. Une remise en contexte pour comprendre les raisons poussant à fonder un observatoire à Neuchâtel en 1858 est nécessaire. Pour saisir de quelle manière va être fondée l'institution, voir ce qui se cache sous la dénomination d'observatoire, qui est en fait un terme générique recouvrant diverses réalités, quels choix sont effectués pour mettre en place ce petit observatoire qui vise une activité de niche pour se faire une place dans le réseau international d'institutions scientifiques, la détermination exacte de l'heure. La création d'un observatoire dans le canton de Neuchâtel en Suisse découle de la volonté des horlogers de la région de disposer d'un moyen de contrôle de leurs produits et d'instaurer une industrie horlogère de haute précision, notamment la chronométrie de marine. Dans ce but, et dès la fin du XVIIIe siècle, des horlogers se servent de lunettes astronomiques pour déterminer l'heure. Durant la première moitié du XIXe siècle, des initiatives plus vastes sont entreprises pour installer des instruments méridiens dans les localités horlogères que sont le Locle et la Chaux-de-Fonds sur des monuments publics. Ces initiatives se révèlent pourtant insuffisantes. En 1855, après l'Exposition universelle de Paris, un rapport de délégués neuchâtelois, pour la plupart industriels et horlogers, demande notamment la fondation d'un observatoire étatique pour garantir la neutralité des certifications des produits et développer une industrie horlogère de précision. Le principe de la fondation d'un observatoire est accepté par les nouvelles autorités politiques républicaines, en place depuis la Révolution de 1848, qui cherchent à influer sur l'activité économique de la région. Elles sont retardées par la tentative de contre-coup d'État royaliste de 1856.
Une fois le calme revenu, le projet reprend dès 1857, et un jeune astronome est alors mandaté pour approfondir les études préliminaires du nom d'Adolf Hirsch. Adolf Hirsch est né à Halberstadt en 1830. Il a suivi des études en astronomie à Berlin, sous la direction de Franz Encke, puis a travaillé avec Karl Littrow à l'Observatoire de Vienne, avant d'être engagé en 1858 par Urbain Le Verrier à l'Observatoire de Paris. C'est en se rendant à Paris que Hirsch s'arrête à Neuchâtel pour rédiger son rapport. Il est rapidement pressenti pour diriger le nouvel observatoire et prend les premiers contacts avec les fabricants d'instruments scientifiques en parallèle de son travail à Paris. Hirsch a donc une connaissance de différents observatoires et trouve des exemples de configurations instrumentales d'après ses expériences et ses lectures de traités et revues astronomiques telles que les Astronomische Nachrichten. C'est sur ces bases qu'Adolf Hirsch parvient à établir un observatoire de toutes pièces. Il conseille aux autorités neuchâteloises de monter un observatoire se concentrant sur une activité spécifique, la détermination scientifique de l'heure, comme il le mentionne dans son rapport. Vous devriez monter l'observatoire de manière qu'il possède les moyens strictement nécessaires, mais en même temps suffisants, pour pouvoir faire la détermination du temps d'une manière parfaite. Donnez à vos horloges un moyen sûr et facile pour contrôler chaque jour le régulateur. Livrez au chronomètre de marine des tables de réglage exactes. Enfin, produire des observations astronomiques irréprochables. C'est la vision de Hirsch qui va finalement être validée le 18 mai 1858 par les autorités politiques du canton, avec un service pratique de l'heure, également demandé par les horlogers, mais en rajoutant un service astronomique pour valoriser l'institution. Après avoir brièvement abordé le contexte historique de la fondation de l'Observatoire, nous allons désormais présenter ce qu'est un service de l'heure. Le service de l'heure de 1861 de l'Observatoire de Neuchâtel peut être séparé en trois volets distincts: la détermination, la conservation et la transmission de l'heure. La détermination de l'heure se fait en mesurant le passage des astres devant une ligne fictive appelée méridienne qui correspond à l'axe nord-sud. Pour cette étape, un cercle méridien, une pendule sidérale et un chronographe imprimant sont employés. La conservation de l'heure est constituée d'une batterie de pendules astronomiques qui conservent l'heure entre deux déterminations et qui permettent d'avoir une donnée extrapolée lorsque les conditions climatiques ne permettent pas la détermination de l'heure plusieurs jours de suite. Enfin, la transmission de l'heure a lieu tous les jours à 13 heures pour envoyer le signal de l'heure par une pendule émettrice sur un réseau télégraphique. La première détermination de l'heure date du 8 septembre 1859. Il faut donc plus d'une année pour débuter cette activité. Il faut encore près d'une année pour que la première transmission du signal de l'heure ait lieu le 25 juin 1860. Comment retrouver l'état initial du service de l'heure et étudier son évolution? La question se doit d'être posée, car le service n'existe plus et les sources ne donnent pas une vision d'ensemble complète du fonctionnement de l'observatoire. Pour être le plus proche possible de ce qu'il se passait, il faut croiser et combiner les nombreuses sources très variées qui sont à notre disposition. Il y a la riche correspondance du directeur de l'observatoire avec les fabricants, issus pour la plupart du monde germanophone, qui est un apport précieux permettant de voir les demandes scientifiques de l'astronome et les possibilités techniques des constructeurs. Vous voyez ici sur votre gauche une copie de lettres en Deutsche Kurrentschrift, ou écriture cursive allemande, une sorte de gothique. Il faut donc passer par une forme de travail paléographique avant d'utiliser ces lettres. Cette correspondance, combinée au rapport de l'institution, aux communications scientifiques à la Société des sciences naturelles de Neuchâtel, au catalogue astronomique et à diverses autres sources, nous permettent de reconstituer en partie le puzzle de la pratique scientifique quotidienne. Ce sont des bribes qui se trouvent de ci de là, qui sont autant d'indices pour reconstituer les chaînes opératoires, terme que nous utilisons pour qualifier l'ensemble des instruments et opérations nécessaires pour obtenir une donnée qualifiée de signal de l'heure. Pour aller plus loin dans la compréhension de la culture matérielle de l'observatoire, des dessins techniques, des plans et des illustrations nous sont parvenus et permettent de visualiser et de remettre en contexte certains objets. Nous disposons également d'une partie du patrimoine de l'Observatoire
conservés dans certains musées tels que le Musée international d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds et le Musée d'horlogerie du Locle, qui nous fournissent des informations précieuses et permettent de vérifier ou d'infirmer certaines hypothèses en confrontant les archives littéraires. Enfin, la littérature secondaire, les traités d'astronomie, les histoires d'autres observatoires nous donnent des pistes lorsque nos sources se révèlent lacunaires et permettent de faire un travail comparatif très utile pour la compréhension des chaînes opératoires qui vont désormais vous être présentées par Romain. L'étude individuelle des objets est fondamentale, mais ne permet pas de rendre compte des processus scientifiques et techniques nécessaires au fonctionnement d'un service de l'heure. La chaîne opératoire, comme on l'entend ici, est un outil qui permet de représenter les instruments et leurs fonctions, mais surtout leur mise en réseau nécessaire à l'accomplissement des différentes opérations scientifiques. À cette époque, c'est le mouvement de rotation de la Terre sur elle-même qui sert de régulateur de temps. Comme cette révolution est régulière, il est possible de calculer à l'avance l'heure précise du passage d'un astre au méridien, et cela pour tous les jours de l'année. Ces informations sont compilées à l'avance dans les tables éphémérides. Pour déterminer l'heure, l'astronome observe le transit d'un astre au travers du télescope du cercle méridien. Pour mieux fixer l'instant précis du passage au méridien, le champ de vision de la lunette est divisé par un réseau de fils appelé réticule ou micromètre filaire. Chaque fois que l'étoile croise un fil, l'astronome va fermer manuellement un interrupteur électrique. Cette action libère une impulsion vers un chronographe qui va imprimer une marque sur une bande de papier défilant à vitesse constante. Dans le même temps, le mécanisme de l'horloge sidérale ferme un contact électrique chaque seconde. Ces signaux des secondes vont également commander une plume parallèlement aux observations de transit. En comparant l'instant de passage de l'étoile avec les secondes de l'horloge sidérale, l'astronome peut déterminer l'avance ou le retard de l'horloge. L'horloge sidérale n'est pas physiquement remise à l'heure, seul son état de marche est déterminé. Dans les faits, cette procédure est grandement compliquée par la présence d'erreurs aléatoires et systématiques. La plupart de ces erreurs instrumentales, optiques et humaines, sont connues et vérifiées aussi souvent que possible. Elles sont ensuite prises en compte lors de réductions mathématiques pour limiter leur impact sur la donnée. Parmi celles-ci, l'équation personnelle revêt une importance particulière à l'Observatoire de Neuchâtel. Celle-ci prend en compte le délai physiologique entre le moment de l'observation et le moment de fermeture de l'interrupteur électrique. Ce délai très court, propre à chacun, peut être mesuré par un instrument appelé chronoscope, dont voici un exemple conçu par Matthias Hipp pour l'Observatoire. Dans l'une des publications scientifiques traitant de cette problématique, Adolf Hirsch écrit: Parmi les instruments de précision de l'astronome figure aussi l'appareil nerveux de l'observateur, dont il importe de déterminer, pour ainsi dire, l'erreur instrumentale, aussi bien que pour tout autre instrument que nous employons. En effet, chaque fois qu'on doit combiner des observations faites par différents astronomes, on cherche, s'il est possible, de déterminer ce que l'on appelle leur équation personnelle, c'est-à-dire le temps que chacun d'eux observe plus tôt ou plus tard que les autres. Les recherches d'Adolf Hirsch sur l'équation personnelle ont d'ailleurs permis à Neuchâtel de se faire une place dans le réseau d'observatoires. Si la détermination de l'heure est réalisée aussi souvent que possible, elle est tributaire de la météo. C'est simple, si le ciel est couvert, il n'est pas possible d'observer les astres. Il est donc fondamental de posséder des instruments pour conserver le temps entre deux déterminations. Les horloges. Pour éviter les pannes imprévisibles ou les dysfonctionnements de ces instruments très sensibles, l'observatoire dispose de plusieurs garde-temps. Contrairement aux autres instruments fabriqués par des références internationales, Hertel, Wiener, Le Shepherd ou d'autres, ces horloges sont commandées à des fabricants régionaux au travers d'une mise au concours. Sur les 5 horloges en lice, longuement étudiées à l'observatoire, seuls 2 instruments seront conservés par l'institution: l'horloge de l'association ouvrière et l'horloge Ourier. Ces horloges, réglées au temps moyen, sont comparées régulièrement à l'horloge sidérale. À cette époque, ces horloges ne sont pas munies d'un interrupteur électrique. Les impulsions des secondes de l'horloge sont produites manuellement par l'observation de la course de l'aiguille ou à l'oreille en écoutant le tic-tac de l'échappement. Comme pour la détermination astronomique, ces impulsions sont ensuite imprimées et comparées sur le chronographe. Là aussi, des erreurs sont attendues et réduites.
Et malgré des systèmes de compensation ingénieux, les horloges ne sont pas parfaites et ont tendance à accélérer ou à ralentir en fonction des changements de température ou de pression atmosphérique. Ces variations climatiques sont mesurées quotidiennement et prises en compte dans le calcul de l'heure. L'heure transmise télégraphique est une moyenne pondérée du temps conservé par les horloges de l'observatoire. Plus une horloge est fiable, constante et prévisible, plus elle aura de poids dans le calcul de la moyenne. C'est sur cette moyenne que la dernière horloge, l'horloge émettrice de Shepherd, est comparée et physiquement remise à l'heure à 12h45 grâce à un dispositif que l'on appelle pendule auxiliaire. Ce système permet de freiner ou d'accélérer la fréquence du battement du pendule de l'horloge et ainsi corriger son décalage. À 13h00, un ensemble d'interrupteurs commandés par les rouages des heures, des minutes et des secondes se ferment simultanément. Comme la fermeture d'un courant élevé perturberait le fonctionnement de l'horloge, une très faible impulsion est produite et sert à commander à distance un autre interrupteur qui va libérer cette fois une impulsion électrique d'intensité suffisante pour être transmise par le réseau télégraphique. La méthode de comparaison de l'horloge émettrice n'est décrite dans aucune des archives que nous avons à disposition. Ce qui est proposé ici n'est qu'une hypothèse. Le rôle du chronographe dans la comparaison des horloges n'est pas avéré dans les premières années de l'observatoire. C'est l'étude matérielle et la chaîne opératoire qui nous permet de proposer ici une procédure plausible, bien qu'invérifiable. Lorsque l'impulsion atteint l'une de ses destinations, hôtel de ville, gare, entreprise horlogère, elle déclenche un mécanisme qui libère le pendule d'une horloge à coïncidence. Le pendule est calibré pour faire 61 battements en 1 minute, alors que le pendule de l'horloge à remettre à l'heure effectue 60 battements. Si l'on compte le nombre de battements nécessaires pour atteindre la coïncidence entre les deux régulateurs, cela permet de calculer le décalage entre le temps de l'observatoire et celui de l'horloge mère. Celle-ci est alors physiquement remise à l'heure par son pendule auxiliaire pour commander une série d'horloges secondaires disséminées ici et là. La réalisation des chaînes opératoires est en cours pour d'autres périodes clés de l'observatoire. Plus on avance dans le temps, plus l'électricité et la mise en réseau d'instruments prend de l'importance. Sur le plan reproduit ici, on voit un diagramme général d'un centre horaire d'observatoire conçu en 1920 et conservé dans les archives de l'observatoire. On se rend bien compte du rôle grandissant des appareils électrotechniques qui n'ont, pour l'écrasante majorité, pas été décrits ou conservés. Ce travail permettra de mieux comprendre l'évolution des instruments et des pratiques d'un service de l'heure de ses débuts jusqu'à l'émergence du quartz. Pour conclure, nous vous avons présenté notre travail sur la première chaîne opératoire de l'Observatoire de Neuchâtel qui donne à voir les étapes utilisées pour fabriquer la donnée qui, en bout de chaîne, devient l'heure sur une horloge. Nous avons un objectif en réalisant les chaînes opératoires et plusieurs points qui nous paraissent intéressants de souligner. Tout d'abord, notre chaîne opératoire a pour objectif de décrire et de synthétiser le fonctionnement d'un observatoire au niveau de la pratique scientifique quotidienne. La chaîne opératoire permet également de confronter nos analyses et de vérifier si nos hypothèses fonctionnent, car elle nous oblige à expliquer chaque trait et chaque case. La chaîne opératoire a également une vocation comparative dans l'observatoire, de manière diachronique, voire synchronique si l'opération était réalisée avec d'autres institutions. Nous comptons approfondir ce travail dans plusieurs directions. La première est de réaliser une analyse spatiale de l'observatoire afin de voir où se situent les instruments et les contraintes que cela engendre sur l'activité scientifique. Nous voulons également établir l'impact de l'architecture et des alentours de l'observatoire sur cette institution, mais également celui de l'activité sur la configuration spatiale. Cette influence réciproque de l'activité scientifique et de l'espace est un élément important de la compréhension des chaînes opératoires et une source d'attention constante pour maintenir la qualité et la précision des données au sein de l'observatoire. Notre analyse consistera à se focaliser sur les opérations, alors que la chaîne opératoire telle que présentée aujourd'hui se concentre sur les instruments et autres appareils. Il s'agit ici de voir le rôle du facteur humain, de l'observateur et de l'opérateur, mais aussi de mettre en valeur l'importance des calculs mathématiques et des statistiques. Dans cette perspective, c'est la donnée qui est au cœur de l'analyse et moins la culture matérielle. Nous en avons terminé la présentation. Vous remercions pour votre attention et plaisir à vos éventuelles questions.